coup, bienvenue. Voilà, je vous présente cette activation qui a lieu sur le salon Vinexpo Paris 2023 en marge de l'espace Bispirit. Du coup, cette battle, elle est réalisée dans le cadre du OFF, qui est une sélection qui est faite des meilleurs restos, bars à vin et bars à cocktails de Paris, sélectionnés pour bien évidemment la grande qualité de leur vin et de leurs cocktails. Il y a énormément de soirées qui sont organisées autour de ça. Le soir même, je vous conseille et je vous recommande surtout vivement d'aller sur leoff-paris.com pour découvrir tout ça. Donc, du coup, bienvenue dans cette battle des mixologistes. Je vais vous expliquer un peu le déroulé. Avant ça, on va faire une rapide introduction de nos différents participants. Je vais vous présenter Lucas. Lucas qui est barman à l'Ours Bar. Merci. Peut-être que vous êtes déjà venu. Bon, voilà, c'est fait la victoire. Hein. Alors, Lucas, est-ce que tu peux te présenter rapidement un peu ton parcours, ce que tu as fait, d'où tu viens? J'ai besoin du micro. Tu as besoin du micro. Tu as Là, on m'entend? Tout le monde t'entend. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai bien fait de parler de. Du coup, bonjour tout le monde. Du coup, Lucas, comme il l'a dit, je travaille pour le groupe Animo Bar. Ah, bah voilà, merci. Le moment de gloire. Donc, je travaille pour le groupe Animo Bar, notamment, et je représente aujourd'hui l'Ours Bar. Donc, on est un petit groupe de bar à cocktails avec un monsieur qui se cache là-bas aussi. Là. Donc, l'Ours, le Renard, la Loutre, 3 bars parisiens. Et voilà, on va battre Vincent sur cette battle. Merci Lucas. Donc Vincent qui lui représente l'Andy Walou. Vincent, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, un peu quel est ton parcours et par quel bar tu es passé? Je sais que tu es passé par de très beaux établissements. Des grands établissements. Du coup, je m'appelle Vincent, je suis barman Andy Walou, donc il y a un bar à cocktail dans le 3e arrondissement de Paris, rue des Gravilliers. Et j'ai commencé mon parcours dans le cocktail, à l'Ours Bar justement, donc dans le bar à cocktail de ces charmants messieurs, qui était une source d'inspiration. Mais pas que. Après, infini. derrière, tu es allé quand même dans d'autres établissements très sympas. Absolument. Après, j'ai été à Magniv, qui est un bar, un restaurant israélien méditerranéen, un bar à cocktail dans le 2e arrondissement. Qui a ouvert il y a peu de temps. Qui a ouvert il y a 1 an et demi maintenant. C'est ça, et qui était ouvert par 2 anciens de l'Andy Walou. Si absolument. L'un ancien directeur du Andy Walou et qui ont fait avant d'autres grands établissements aussi. Okay. Donc voilà. Et maintenant Andy Walou. Ok. À fond. À fond. Ok. Et voilà. Davidé. Bonjour. Allez Davidé. Davidé. Présente-toi. Quelle belle voix. Quelle belle voix. Quelle belle voix. Alors, je vous préviens. C'est ma faute. On a 2 Italiens sur la droite. Attention. Et qu'est-ce Italien moi, c'est Davidé. Je suis à Paris depuis 4 ans. J'ai commencé au Moonshiner où il bosse. Et je suis passé au Bluebird. J'ai ouvert un établissement qui c'était bar à cocktail, club et restaurant en même temps. Donc c'était un petit peu compliqué. C'était où ça? C'était en rue de Lappe. Je vous déconseille d'y aller. Moi, en fait, je suis pas de Paris. Je connaissais pas la rue et on va dire qu'ils m'ont un petit peu arnaqué. Mais bon, donc j'ai décidé de reprendre un petit peu ma carrière en main, entre guillemets. Je suis retourné dans un bar à cocktail qui s'appelle les Danico. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis là, quasiment. Tout ça passe bien, on est content. Et voilà, je représente le bar. Le Danico, qui est un bar à cocktail qui est dans une pizzeria, c'est ça? Qui est derrière un restaurant italien. C'est ça. Il y a aussi un pizzeria dedans, ouais. Évidemment. Le bar, il est représenté par Nico De Soto, c'est pour ça qu'il s'appelle Danico. C'est un bar avec 40 places aussi. Et très beau. Musique électro. Parfait. J'aime bien. On aime beaucoup faire à boire. On va dire comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance du milieu du cocktail ou des bars à cocktail, Davidé travaille avec Nico De Soto, qui est quand même une référence dans le milieu de la mixologie, même on peut dire mondiale. Quel homme. Non mais c'est vrai, il a un bar aux États-Unis. Oui, si je dis pas de absolument. bêtises. Il a aussi un bar aux États-Unis qui est à New York qui s'appelle Mace et les concepts c'est beaucoup sur les épices donc voilà. Spicy. Parfait. Spice. Spice. Monsieur.
Marco. Bonjour, je m'appelle Marco, du coup, dernier italien de la journée. Bon, ça fait 7 ans que je suis à Paris et comme italien, je suis arrivé, je commençais à Big Mama, c'est un groupe de restos italiens à l'époque. Tu commençais à l'Auberge Mama? Ouais, à Auberge Mama, après on a fait les ouvertures des autres et bon moment je suis parti. Et je suis passé plutôt sur les hôtels, du coup, Hoxton et Lutetia. D'accord. Ah, ok. Et là, ça fait un petit moment que je bosse sur Moonshiner. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois que je bosse sur Moonshiner. D'accord. Je suis retourné à Paris en octobre, après un petit break, summer break en Italie. D'accord. Et voilà. Okay. Pour le moment, je suis là. Et ok. Alhamdulillah, tu vas bien. Parfait. C'est ce qu'on aime. Le thème de la battle, c'est les 4 éléments. Donc du coup, ces messieurs vont devoir faire une création autour des 4 éléments. Je les rappelle pour ceux qui ne les ont oubliés. Il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc, soit ils choisissent un élément et ils le déclinent en cocktail, soit ils peuvent prendre les 4 et faire un cocktail autour des 4 éléments et raconter après leur storytelling. Vous avez 40 minutes à partir de maintenant pour réaliser le cocktail de votre choix. Ok. Gauthier, est-ce que tu peux nous parler, nous présenter? Est-ce que certains connaissent Anaé ou pas dans la salle? Oui, il y a des amateurs de gin tonic, pas que tonic d'ailleurs. Est-ce que tu peux présenter un peu Anaé? J'ai vu un oui dans le public. Il y a eu quelques oui, je confirme. Du coup, Anaé, c'est un gin bio français qui a été lancé il y a 1 an et demi, créé par le groupe Bollinger. Et c'est un gin qu'on a voulu made in France en favorisant un maximum les produits français. La première particularité, c'est qu'il est à base d'alcool de raisin, ce qui se fait assez peu dans le monde du gin et qui va donner beaucoup d'élégance au gin, un côté texturé, très intéressant sur la dégustation. Et ensuite, simplement 8 ingrédients qui le composent. Et sur ces 8 ingrédients, il y en a 7 qui sont français. Ok. Et quand tu dis un gin à base d'alcool de raisin, est-ce que tu peux développer? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle plutôt une base d'alcool vinique. Donc c'est une distillation des mares qui s'opère. Ok. D'accord, donc ça change du London Dry Gin hyper classique. Exactement, ouais, London Dry Gin qui est plutôt sur la genièvre et plutôt un alcool de grain et ou de céréales. Effectivement, ça apporte un côté très texturé et une note aussi florale. Ok. Tu disais que Anaé était une création 100% Bollinger, c'est ça? Absolument, oui. Est-ce que Bollinger, dans son portefeuille, détient d'autres jeans ou c'est... Non, à ce jour, c'est le seul jean. Ok, super. Seul jean, c'était un projet intrapreneurial que Pauline, la créatrice, a mené au sein de Bollinger. Ok, d'accord. Ok. Et alors, depuis 1 an et demi, content des... On est assez content. Il y a une belle success story qui s'opère. Le marché du gin est très dynamique et aujourd'hui, le gin plaît pour évidemment son goût. Hein, c'est ce qui compte et ce qui est le plus important. Mais il plaît aussi dans la démarche de transparence qu'on a. Ok, dans la démarche de transparence auprès du sourcing des ingrédients, Absolument, le fait que ce soit 100% français. Absolument, oui. Ok, d'accord. Ok, bon bah merci Gauthier, Je t'en prie. reviendra, n'hésite pas à intervenir. Je n'hésiterai pas. On va se retourner maintenant, je reviendrai vers toi Marc-Antoine, mais parce que sinon on allait faire jean sur jean. Lionel, toi tu es présent, tu es là depuis 3 jours, ça fait un moment maintenant qu'on se voit. Tout à fait. On se voit tous les jours. Lionel, toi tu es présent dans le Hall B-Spirit, tout comme Anaé. Et tu as, tout comme Anaé, une place sur l'Infinite Bar. Sur l'Infinite, ouais, effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter, on entend ton petit accent qui fait plaisir. Alors nous, oui, effectivement, le petit accent, il est sudiste. Hein. On est d'Agde, à côté de Béziers. On a créé la marque La Menteuse il y a 4 ans. L'idée, en fait, c'était de remettre un peu au goût du jour ces vieux alcools, ces crèmes qui étaient un petit peu délaissées, oubliées. Et l'idée, donc comme Anaé, en fait, puisque nous on est du Sud, on travaille bien évidemment avec un étroit partenariat avec des vignerons. On a eu des bases d'alcool vinique. Ok, donc un peu la même chose que... Un peu la même chose. Sur le même procédé, quoi. Sur le même process. Alors nous, c'était naturel et de facto, puisque en Languedoc-Roussillon, on a plus de raisins que de betteraves et de canne à sucre. Ça paraît logique. Donc on est parti sur des bases d'alcool vinique. Et l'idée de ces 3 crèmes, donc de la menteuse, de la pulpeuse et de la croqueuse, qui sont menthe, citron et pomme, c'était d'enlever les sucres, baisser les degrés, de faire vraiment quelque chose de 100% naturel, hein, à base de fruits principalement. Oui, c'était un peu pour casser tout cet esprit de Jet 27 qu'on peut avoir, en tout cas sur la menthe, par exemple. C'est le premier exemple qui vient en tête, c'est vraiment le rapport au Jet 27. Et c'est vrai que je vous invite à aller vraiment découvrir les produits de Lionel après sur B-Spirit, parce qu'il y a vraiment
En mixo, c'est génial. En mixo, c'est vraiment très cool à bosser pour être issu du milieu, je peux vous le dire. Et il y a vraiment une fraîcheur en bouche. Et vraiment, on a vraiment réduit tout ça en sucre et ça se sent c'est agréable. L'idée principale, c'était d'aller chercher une fluidité qu'on n'avait pas sur ce type de produit-là. Ouais. Donc le sourcing produit de la base était super important, donc d'où les alcools viniques, puisque comme expliqué mon compatriote, ça nous apporte de la fluidité, de l'élégance, une belle finesse. Et surtout d'aller chercher des sucres, en l'occurrence ce sont des sucres de fructose, qui nous permettent de ne pas avoir ce côté qui empâte, très sirupeux en bouche, etc. Bien sûr. Voilà. L'idée était là. Ok, ça fait combien de temps que... 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et ça commence à faire, c'est une belle success story. Vous vendez aussi à l'étranger On vend un petit peu à l'étranger, on a ouvert l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, puis on est venu ici pour essayer effectivement d'aller chercher d'autres marchés. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on ne sait pas, ce sont des produits de consommation très françaises. Ouais. Donc on connaît toujours pas. Enfin, on le ressent. Et ça, je te pose aussi un peu la question, Gauthier. Lionel dit que c'est à l'inverse de Benjamin, qui est vraiment un Bourbon pur Amérique. Mais que ce soit Anaé, qui est un gin français, ou Bulle de Ruche, ou la menteuse, c'est des produits que vous trouvez qui sont consommés beaucoup plus en France, qui ont une destination française ou pas? Oui, principalement pour le gin français, mais il y a une tendance aussi à l'international. On sait que la France représente le luxe et a de belles suites sur les différents marchés. Je pense à l'Asie, je pense aux US, je pense à certains marchés aussi européens. Et toi, Marc-Antoine, la même chose Alors je vais parler pour ma paroisse. Ouais. Pour le moment, nous, ce qu'on ressent, et ça a été une surprise intéressante, c'est une traction sur le marché japonais. D'accord. Puisque c'est une population assez geek sur la partie food and drinks, qui aime bien l'innovation, qui aime bien les produits français, et qui aime bien les découvertes, et qui est assez peu sensible au prix, puisqu'effectivement, plus... tu rajoutes d'intermédiaires et tu exportes, plus effectivement tu vas avoir un delta à ce niveau-là. Okay. Et nous, on a ressenti quelque chose et on a un beau partenariat en place là-bas. Un beau marché au Japon. Voilà. Ok, top, intéressant. Notre ami, attends, avant de venir à toi, parce que beaucoup d'acquaintances avec le monsieur de chez Maker's Mark, on va aller voir un peu ce que font nos amis chefs des potions. Hein. On va commencer par toi, Lucas. J'ai pas besoin du micro. Tu as pas besoin du micro puisque c'est une battle des mixos silencieuse. D'accord. Pour encore une fois ne pas embêter nos amis à côté qui ont l'air beaucoup plus studieux. C'est assez simple en fait, je fais tout exactement comme Vincent à ma gauche. On entend bien parce qu'il a le micro au niveau de l'œil. Donc peut-être lui. Je ne vois plus de l'œil gauche d'ailleurs depuis 5 minutes. Je me disais, il y a un truc qui me gêne. Moi je m'inspire beaucoup de Vincent en fait sur ma gauche. Donc je fais à peu près tout comme lui. On verra ce que ça donne. Mais plus sérieusement, déjà, on a dégusté un très bon petit daiquiri de Marco. Ah d'accord, ok. Donc les gars ont commencé à se faire un petit cocktail en douce. Voilà. Et franchement, il aurait pu en faire pour tout le monde. D'accord, oui, je confirme. Et non, sinon l'idée, je vais pas tout divulguer, mais je teste, voir si ça fonctionne, de faire une petite sorte d'espuma coriandre, poivron. Ok. Je teste, on voit si ça fonctionne, et ça sera un des éléments du cocktail si tout se passe bien. Ok, bon, parfait. Tout se passe bien, il t'embête pas à côté? Ça va, à côté, il est très gentil. Non? On va aller voir Davidé. Ciao, Maschio. Bonjour. Rebonjour. Davidé, je vois un peu de gingembre. Tu vois un petit peu de gingembre. On essaie de faire un sirop. Là, on a du céleri, de l'acide citrique, du gin. On va voir qu'est-ce que ça sort. Ok. On verra. Ok. Et beaucoup d'amour. Ça, beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Bon, je reviendrai vers les deux autres pirates plus tard. On va aller voir un peu notre ami Benjamin Flavini. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter de manière plus dense que tout à l'heure? Parce que tu as beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Bonjour à tous. Donc Benjamin Flavini, je m'occupe de représenter Makers en France. Vous l'entendez bien? Oui, on est bon. On est bon. Donc je représente Makers en France depuis maintenant 3 ans. Ouais. Maker's Mark donc, est un bourbon, donc un whisky américain qu'on va fabriquer dans le Kentucky, donc en plein centre des États-Unis. C'est une petite distillation familiale
C'est une petite distillerie familiale. Ouais, distillerie, pardon. C'est une petite distillerie familiale. Ouais, on est 250 à la distillerie. On produit l'année dernière 29 millions de bouteilles et on est 150, 160 à la distillerie à produire pur. Le reste. D'accord. Donc quand tu dis, parce que on va quand même replacer tout ça dans un contexte. Quand tu dis petite distillerie, c'est-à-dire que par rapport aux autres maisons de bourbon américaines que peuvent être Bulleit, je cite eux, Bulleit, Buffalo Trace, ou Buffalo Trace, vous êtes vraiment beaucoup plus petit. Ouais. Plus petit en nombre de personnes à la distillerie et en production aussi. Plus petit en nombre de personnes à la distillerie et en bouteilles produites à l'année. Donc oui, petite histoire de famille. On est sur la 3e génération de master distiller présenté à la distillerie. Donc, Rob Samuels à l'heure actuelle est le petit-fils du créateur de Makers. Et voilà, c'est une aventure qui a commencé pour moi il y a 3 ans. Je m'occupe de parler de Makers et de représenter le bourbon en règle générale à travers toute la France. Avec mes collègues d'autres marques, on fait un boulot plutôt cool et on essaye de faire vivre un peu le bourbon en France, qui est un alcool un peu compliqué pour l'instant pour le grand public. Les barman le connaissent bien, mais pour le grand public, c'est pourquoi tu dis que le bourbon, qui est quand même un whisky américain, Grazie bello. Qu'est-ce qu'il y en a un qui est en train de tricher là? Là, il y en a un qui est en train d'acheter le public rapidos. Vous êtes en train de voir toujours les mêmes, les Italiens. Ils vont pas à la Coupe du Monde, donc ils essayent de faire. C'est l'hospitalité, oui. À d'autres, Marco. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi le bourbon est difficile d'accès? Déjà d'accès parce qu'on a on a accès à moins de bouteilles, moins de références qu'aux États-Unis. Typiquement Makers, on a 7 références, 8 références aux États-Unis. En France, on en a que 2. Et parce que je pense que dans nos goûts en France, on est plus tourné vers les whiskies scotch et irlandais. Les whiskies écossais. Plutôt écossais, irlandais. On va supporter l'Europe, quoi. Ouais, mais je pense que c'est la proximité géographique qui fait qu'on a une grosse culture. Après, ça vient petit à petit. Le bourbon se démultiplie un petit peu. Est-ce que pour les gens qui sont là, parce que c'est vrai que pour avoir été longtemps derrière le bar aussi, c'est vrai que le whisky et le bourbon sont quand même un alcool qui sont plus clivants, en tout cas, que peuvent être le gin ou la vodka. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, selon toi et déjà aussi, est-ce que tu peux rappeler quelles sont les principales caractéristiques, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache quelles sont les principales caractéristiques d'un bourbon entre un single malt purement écossais? Bien sûr. Alors, voilà. Le whisky, on part du principe que c'est un alcool de grain qui est fait à partir de céréales, donc orge, blé, maïs. En Écosse et en Irlande, on a souvent du malt, de l'orge maltais, qui va avoir tendance à être assez dur, assez costaud. On voit quand on le goûte, c'est assez solide. Le bourbon est différent, c'est une dominante de maïs. Quand j'essaye de vulgariser un petit peu, je dis... le maïs, on pense à popcorn, on pense à quelque chose qui est un peu plus sucré, un peu plus doux. On parle pas d'un alcool qui est... C'est pour ça d'ailleurs que je sais pas s'il y a des amateurs de whisky sour dans la salle. C'est vrai que si vous prenez un whisky sour ou un bourbon sour, ça n'aura vraiment pas la même chose. Le bourbon sour va être beaucoup plus rond, ça va avoir un côté beaucoup plus bonbon en bouche et voilà, c'est beaucoup plus accessible en tout cas. On est dans la même famille d'alcool, mais on est sur 2 produits complètement différents. On est sur un grain de base qui est différent, donc on va avoir une typicité aromatique qui va être complètement différente. Donc c'est vrai que j'entends souvent, et on a entendu tous derrière le bar, ouais, j'aime pas le whisky, mais c'est pas du whisky, ça reste dans la catégorie whisky, mais c'est vraiment complètement différent d'un scotch ou d'un Irish. Et faut pas hésiter à aller goûter, à faire confiance à son barman et à lui dire, bah, vas-y, crée-moi quelque chose autour du bourbon, j'ai envie d'être surpris. Et souvent on est surpris. Ok. Marco, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les petits tests que tu es en train de faire? Bah écoute, mais reste tranquille, hein. Faut pas tout dévoiler, hein. Je suis parti sur quelque chose de typique de l'Italie, donc autour du vermouth, quoi. Ok, autour du vermouth. On boit beaucoup en Italie de base, mais beaucoup de vermouth aussi, surtout pour l'apéro. Tu peux rappeler ce qu'est un vermouth? Vermouth, c'est de base un vin fortifié avec des épices, des radis, en ajoutant du sucre et des alcools.
C'est un vin muté, quoi. Un vin Plus ou muté. moins, quoi. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, le Martini reste en gros. Martini, c'est un des plus grandes maisons de vermouth. Il y a aussi plusieurs pas différents. Voilà, oui, qui... Grocchi qu'on aime bien. Oui. Dans le cœur. Mais bon, c'était pour présenter un peu, pour que vous ayez une idée du produit. Je pense que tout le monde ici a au moins goûté une fois du Martini rouge ou blanc, même si en effet, aujourd'hui, il y a des maisons de vermouth et le vermouth se démocratise énormément. Il y a de très bons et très beaux vermouths. Tout à fait. Qui sont sur le marché. Surtout en Italie. Surtout mais même en Italie. hier au monde, en France, vous avez pas mal de choses. Ouais. Bah là, Neuilly-Prat, c'est un truc un peu à part. Quoi, ouais. Là d'ailleurs, les barman, et je le notifie dans cette battle des mixos, travaillent avec des vermouths de chez Maison Routin, qui est partenaire sur l'espace Beef Spirit et sur l'Infinite Bar, et donc qui a offert de nombreux vermouths blancs et rouges, donc on les remercie pour ça. Voilà, magnifique, belle présentation. Marquetaro, là. Exactement. Nous allons aller voir notre ami des années 90, Vincent Berthe. Vincent, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi tu es parti? On aime bien se taquiner, on se connaît quand même depuis un moment. Les copains. Pas. Là, je suis parti sur le mélange de deux éléments, donc l'eau et la terre. Donc l'eau pour le côté salin de la mer et minéral des sources. Ouais. Et un peu la terre avec ce côté terreux, un peu mescal, donc céleri, qui va un peu prendre ce côté salin et terreux. Okay. Donc céleri, un peu comme Davidé. Bah absolument, c'est un peu mon inspiration. Ça commence à copier. Est-ce que là, t'as un peu de temps? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Andy Walou? Nous dire un peu comment est pensée la carte? Tu travailles avec Khaled, qui est quand même qui est le chef de qui est le chef barman, et qui est un ancien du milieu. Ceux qui sont peut-être déjà allés à l'Andy Walou ont déjà vu Khaled, qui est d'ailleurs sur le salon, qui représente Eugene. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'Andy Walou? C'est un bar à cocktail et bar à gin, bar à whisky, donc avec plus de 160 références de gin et une centaine de références en whisky. Donc on est dans une espèce d'ambiance orientale un peu. Et voilà, c'est un bar dansant aussi. Avec, ok, c'est-à-dire que ça part en cacahuète. D'accord. Donc voilà, on essaye de... C'est un espace qui est grand pour ceux qui n'ont pas de... On a mis beaucoup de boulot sur les détails du bar, notamment le back bar, même les décorations dans le bar. Ouais. Et on met un gros point d'honneur sur l'accueil des clients et leur expérience, en fait, l'expérience client quand ils viennent chez nous. Et il me semble que, si je dis pas de bêtises, derrière l'Andy Walou, il y a un restaurant. Absolument, on a 2 restaurants. D'accord. On a le 404 qui est un restaurant typiquement marocain. Ok. Et on a le derrière, donc comme son nom l'indique, qui est derrière nous, qui lui vraiment plus français, une cuisine française. Et si je dis pas de bêtises, tu me coupes, mais le propriétaire de tout ça a également des restaurants à Londres. Apparemment à Londres, il a Sketch. Voilà. S'il y en a qui sont passés par le Sketch à Londres, ce fameux restaurant avec une grande salle toute rose, magnifique, d'ailleurs extrêmement bien décorée, et des toilettes assez particulières. Je vous invite, si vous passez par Londres, à aller au Sketch parce que ça vaut le détour. Et le bar à cocktail y est très bon d'ailleurs. Et il a plusieurs autres établissements, non? Ou là en tête, je les ai pas. Mais là, c'est trop tôt. On va pas se mentir, 11h01, Vincent, ça fait un peu. Lucas, qui a longtemps vécu à Londres, il va peut-être pouvoir nous dire. Il y a un restaurant marocain qui s'appelle Momo aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y a encore un restaurant, mais il y a déjà 3 restaurants différents dans Sketch. Et 3 bars assez sympathiques. Ils sont pas très très forts, ce groupe, en cocktail, mais sinon c'est pas mal. Marc-Antoine, je peux goûter, Vincent? Salut. Est-ce que ça marche? Vous entendez, Marc-Antoine? Oui. Ça marche là? Ouais. Parfait. Marc-Antoine, est-ce que tu peux te présenter un peu plus je vais m'asseoir, je vais faire une Jean-Luc Delarue. Voilà, on est comme ça. Hein. Est-ce que tu peux, Marc-Antoine, un peu présenter un peu plus Bulle de Ruche, qui est peut-être avec Lionel une maison d'alcool qui est comparée à Anaé et Bollinger, et je ne parle pas de Maker's Mark, qui sont quand même des maisons peut-être plus indépendantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Bulle de Ruche? Bien sûr. Comment tout ça est né? Du coup, donc moi je suis Marc-Antoine, je suis le co-créateur de Bulle de Ruche. Bulle de Ruche, c'est né il y a 2 ans.
avec l'envie de retrouver une fermentation complètement ou quasiment oubliée, qui est la fermentation du miel. Avec l'envie de faire vivre l'hydromel, qui est une des plus vieilles boissons au monde. Et donc avec l'envie aussi de le rendre cool et buvable sur une base quotidienne, quoi. C'est-à-dire que... Est-ce que tu peux nous débriefer ce qu'est l'hydromel, parce que c'est vrai que parfois on l'entend dans des films médiévaux ou autres. C'est un peu une référence ancienne et c'est un beau pari que tu fais et je trouve que c'est assez réussi. Alors l'hydromel traditionnel, c'est le fait de faire fermenter du miel. La douane dit qu'il faut être compris entre 4 et 18 à peu près, généralement. C'est ça. Alors l'hydromel traditionnel, c'est la consistance un peu du Porto. C'est sucré, voire très très sucré. Bref, ça ne correspond pas trop aux tendances du marché actuel. Et effectivement, tout notre pari, ça a été de trouver une recette qui permet d'avoir 4,5 d'alcool, d'être sur un produit qui est pétillant, qui se boit frais, qui peut être utilisé seul, enfin qui peut être bu seul ou qui peut être utilisé en mixo, dans les toppings. Et la grosse innovation également, c'est d'utiliser le miel comme un cépage. Ça veut dire que quand vous faites fermenter un miel de lavande ou un miel de tilleul, vous allez avoir un rendu qui est complètement différent. Donc il y a une diversité aromatique du miel qui permet ça. Et c'est ça qui est super cool. Voilà. Est-ce que ça a été monté quand, Bulle de Ruche ? Ça a 2 ans. On a une gamme aujourd'hui de 7 hydromels modernes qui sont vendus généralement en restauration plutôt haut de gamme, bar à cocktail, épicerie fine, caviste. On a rapidement lancé une boisson sans alcool qui est une eau pétillante de miel, donc sans fermentation, pour avoir une alternative sans alcool. Et plus récemment, c'est très récemment, il y a 6 mois, on a lancé une marque à côté de Bulle de Ruche qui s'appelle Esprit de Ruche et qui va travailler le miel dans les spiritueux, donc avec un premier gin qu'on a créé qui s'appelle la marque s'appelle Esprit de Ruche, donc c'est un gin Old Tom. Et donc qu'est-ce que le gin Old Tom ? Non mais j'allais te poser la question parce que pour que vous ayez bien, vous voyez souvent sur des bouteilles de gin traditionnelles London Dry Gin, Old Tom Gin, c'est plusieurs manières de faire différentes et je pense que Marc-Antoine t'es à même ou Gauthier le grand patron, mais... ce qu'est un Old Tom Gin par exemple. Donc les gins Old Tom, c'est en fait les premiers gins qui existaient à Londres à l'époque où on ne savait pas trop faire du gin et que c'était dégueulasse et globalement on mettait du sucre dedans pour rendre ça buvable. Du sucre de canne, de la mélasse. Voilà, c'était l'idée. C'était pour adoucir, pour éviter que le produit soit trop brutal en bouche. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, l'idée qu'on a, c'est effectivement reprendre cette recette et sucrer avec un miel. Du coup, un miel de châtaignier bio qu'on achète, qui vient d'Isère, et pour avoir effectivement ce gin qui est un gin plus gourmand, un peu plus effectivement long en bouche qu'un gin traditionnel. Voilà ce que c'est qu'un gin Old Tom. Parfait. Moi j'avais une question juste pour nos membres du jury qui est un peu plus global, qui appelle un peu à l'interaction de chacun. C'est j'ai échangé hier avec des sénateurs pour vous dire, et je leur faisais faire un petit tour du hall. Et ils étaient étonnés, alors c'était des personnes qui avaient un certain âge, ou un âge certain dois-je dire, et ils étaient étonnés en fait de voir cette explosion de la mixologie, même si certains ne savaient pas vraiment ce qu'était la mixologie, donc j'ai dû rappeler, mais ce qui est normal parce que c'est un terme qui n'est pas si vieux que ça. Pour toutes les marques d'alcool, que sont même Maker's Mark, qui sont des grosses ou autres, quel est pour vous le but d'aller et d'être présent dans les établissements, alors que le Maker's Mark va très bien en cocktail, mais il peut se boire également ce qu'on dit neat dans le milieu, c'est-à-dire pur, où certains gins peuvent également se boire pur. Quel est pour vous l'impact d'aller chercher les bars à cocktails, branchés ou pas? Quelle est pour vous cette puissance derrière? Qu'est-ce que ça vous amène? Benjamin. Moi, j'ai des souvenirs plus jeunes de voir mon père boire un whisky, un scotch avec ses amis et de me dire pourquoi on le boit que comme ça et pourquoi on pourrait pas le boire autrement. Et c'est vrai que alors Makers comme d'autres alcools se boivent sec, mais le boire en cocktail, le voir dans un bar à cocktail, c'est aussi le plaisir de voir des gars et des filles bosser avec. Moi, j'ai bossé avec Makers et d'autres marques derrière le bar,
ouvrir le milieu du bar à tous les alcools disponibles, à de nouveaux alcools, à des innovations, à des créations comme on peut en voir beaucoup, c'est varier les plaisirs, c'est se dire que avec alors développer leur créativité à ceux qui sont derrière le bar, nous qui sommes devant le bar, prendre différents plaisirs à goûter ces alcools. Je trouverais ça un peu dommage de limiter la consommation de n'importe quel spi à juste une dégustation sèche en début de repas ou en apéro. Je pense qu'on peut se faire plaisir avec n'importe quel alcool en cocktail. Ok. Et Lionel, il y a une envie d'aller dynamiser l'image, de la rendre plus attractive, j'imagine. Clairement. De toute façon, d'abord il faut s'adapter à son temps, à son époque. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la mixologie, si on fait un parallèle avec le métier de la restauration, c'est que ce sont des chefs de cuisine en salle, ce sont des vrais créateurs, ce sont des personnes qui ont le sens du goût, le sens visuel, comme un grand chef crée une grande assiette. Oui, bien sûr, je te rejoins complètement, je te coupe, mais c'est vrai que ce que j'expliquais hier à ces personnes, c'est qu'il y a un réel parallèle entre le monde de la cuisine et le monde du bar. Et on le voit de plus en plus sur ces 15-20 dernières années, où on a vraiment une scène cocktail qui explose. Et il y a des choses, et mes amis derrière moi et comparses sont en train de le prouver, qui sont créés et qui sont vraiment très 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 aboutis, quoi. Et c'est hyper intéressant. Ouais, excuse-moi de te couper, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce rééquilibrage-là. Donc si on reste... si on parle 30 secondes du métier de la restauration que j'ai fait pendant des années, j'ai fait des belles maisons, j'ai fait du gastro, etc. Avant de basculer là-dessus, j'ai eu mes propres affaires, etc. Moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dessus, c'est que enfin, les métiers de salle sont revalorisés au niveau du travail des bartenders. C'est-à-dire qu'on avait oublié un peu toute cette technicité qu'on avait sur des découpages, sur des trucs ultra classiques dont on ne se sert plus et qu'on n'a plus envie. Et là, pour le coup, en fait, les bartenders remettent en fait une professionnalisation du métier de salle au travers de leur création, de leur gestuelle. Et je trouve qu'on revient sur un rééquilibrage qui est super intéressant. Ouais. Ça c'est juste sur une partie technique. Bien sûr, voilà. Non, mais tu as raison. Sur une partie technique et juste sur une analyse un peu du métier et de l'évolution de ce métier-là. C'est plus simplement la cuisine. Alors ça m'embête de le dire, mais j'étais en Italie il n'y a pas très longtemps de ça. Et, attention, regarde-le là, il a les oreilles qui chauffent. Et en fait, on est allé manger dans un restaurant à Florence où justement, ce qui était quand même assez extraordinaire dans ce restaurant-là, tiratissima. Et ce restaurant-là était super intéressant dans le sens où, en fait, la carte des vins était existante, mais le principal, c'était le mixologue et les bars à cocktails, enfin, les cocktails les cocktails présentés. Ouais. Et donc, en fait, les gens mangeaient tout en buvant un cocktail. Oui, mais... Ouais. Et moi, j'ai regardé un petit peu comme ça. Donc, comme je suis français, j'adore le vin et je picole du vin, on est bien d'accord. Et avec modération, toujours. Et en fait, dans la salle, il y avait que 2 bouteilles de vin. Tous les gens prenaient des cocktails. Et oui, non, ça se fait de. Ouais, pour rebondir, ça se fait de plus en plus. Ce qu'on appelle des pairings. On voit, je pense à Dersou, peut-être que certains connaissent dans la salle, qui est quand même un restaurant qui vraiment base à Paris. Alors malheureusement, je connais à Paris, mais j'imagine qu'il y en a un peu partout. Et ça se fait de plus en plus, ça se démocratise. Ces pairings qui essayent de créer l'aliment, le cocktail correspondant. Voilà, donc, et je crois que l'étape d'après, effectivement, de la mixologie et du bartender, c'est de créer des accords mets et vins. Ouais. Enfin, mets et cocktails, pardon. Ouais, bien sûr. Je suis dans le truc. Mais on est aussi dans cette tendance-là, on y va. Et alors clairement, pour parler de nos produits, pour nous, de toute façon, c'est aussi une façon de casser les codes, puisque l'instant de consommation, c'est fin de repas, glaçon, classique, etc. Ouais, l'idée, c'est de remettre un peu tout ça en question, de se dire... Exactement, c'est de redistribuer les cartes et de casser les codes, et de remettre au goût du jour, de faire connaître nos produits au travers d'une autre approche. Bien sûr. Et ça, c'est fondamental pour nous. Ouais, voilà. Et merci, Lionel. De rien. Et Gauthier ? On a besoin d'être Gauthier, ouais, c'est intéressant, je pense aussi d'avoir votre approche peut-être plus groupe chez Bollinger sur justement l'infiltration, parce que vous distribuez chez Bollinger plusieurs marques de vin, de champagne, dont le nom Bollinger.
également des spiritueux. Je pense à Benjamin Coens, qui est quand même un peu mon coup de cœur. Je vous conseille d'aller voir. Il est également présent sur le salon Bispirit et c'est vraiment très 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 poussé et très intéressant ce qu'il fait. Pour vous, c'est également hyper important d'être présent dans le milieu et d'infiltrer le milieu du bar. Je dis infiltrer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'être représenté et d'être vu comme un gin mixo. Ouais, pour nous, c'est très important puisque en fait, les barman sont les ambassadeurs, les barman sont des prescripteurs et c'est aussi eux qui vont influer une tendance, créer cette tendance. Donc très important pour nous, mais c'est aussi un gin qui a été pensé pour les barman. Donc un gin fait et travaillé pour la mixologie. Donc on a besoin de passer par ces bars pour évidemment faire connaître la marque, pour être présent et créer de l'ADN de marque, comme on dit. Mais les cavistes aussi sont aussi très importants puisque c'est là où on pourra acheter ensuite la bouteille. Ok. Et aujourd'hui, pour faire le petit aparté, comme le disaient Lionel et Benjamin, le monde du bar est très dynamique. Et aujourd'hui, un établissement de restauration ouvre et propose bien évidemment une carte de cocktail, puisque ce sont les consommateurs qui ont envie de consommer des cocktails, puisque ça fait partie de l'expérience globale d'un restaurant et d'un bar aujourd'hui. Et ensuite, les barman sont considérés et sont des chefs qui ont une vraie sont des chefs à part entière, comme peut être le chef d'un restaurant. Ils ont une sensibilité aux produits, sur la provenance. Ils vont aller sourcer ce qu'ils souhaitent pour créer leur carte. Donc, effectivement, ce qu'on appelle, c'est le cocktail et de la cuisine liquide. Ok. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites choses qui vous sont venues en tête ou pas? Non? On est bien? Parfait. Oh, là-bas. Super. J'adore. Un petit micro, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis juste peut-être étonnée, peut-être pas, peut-être que vous pouvez répondre. Il y a quand même pas mal de femmes dans le public et il y a que des hommes qui mixent et aussi qui vont être les jurys de cette battle. On dit aussi beaucoup barman, on dit pas beaucoup barwoman. J'adore. Donc, quelle est la place de la femme en ce moment et dans le futur dans tout ce qui est l'alcool fort et la mixologie? Quelle est la part de la femme dans le milieu du bar? De plus en plus, et alors là je vais citer, enfin pas citer, mais je vais mentionner Margot Le Carpentier, qui est elle vraiment qui fait un vrai boulot de fond sur la place de la femme dans le milieu du bar. Elles sont sous-représentées dans le milieu de la mixologie. Il est vrai, et je vais vous dire la vérité, pour avoir plusieurs établissements, que la majorité des profils que l'on reçoit sont des profils masculins. On essaye de plus en plus d'avoir des profils féminins, et quand je tourne la tête, je vois une jeune fille qui a démarré chez nous à Loud, juste ici, Aude, qui maintenant est représentante pour une marque d'alcool. Mais Aude, je pense... que tu pourrais confirmer que ce monde est malheureusement et vraiment tristement... Oui, bien sûr, vous pouvez... Aude, je pense je sais que tu adores ça. Il marche ou pas? Oui, ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Je pense que... Est-ce que tu peux te présenter rapidement, parce que tu es brand ambassadeur maintenant? Yes. Alors du coup, en effet, comme disait Enguerrand, j'ai commencé dans le monde du bar avec la loutre. Et même initialement, vu qu'on parlait de cuisine un peu plus tôt, moi, ma passion première, c'était la cuisine. Et c'est au cours de mes études, notamment en design culinaire, que j'ai découvert le monde du bar et de la mixologie. Et je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment sous-coté, notamment dans les écoles hôtelières où les cocktails, c'est quelque chose qu'on voit très rapidement. On voit la coupe Scott et on parle très rapidement des spiritueux. Alors qu'en fait, il y a un monde en termes d'équilibre, de saveurs, d'inspiration multiples, et de possibilités qui sont totalement qu'on peut penser comme un chef pense un plat. C'est au-delà de juste faire un mojito ou une caipirinha, c'est vraiment penser les mélanges, la mixologie justement, penser les mélanges, les textures, l'expérience culinaire dans sa globalité, que ce soit le liquide mais aussi tout ça. Et toi d'ailleurs, tu as longuement hésité, enfin quand on travaillait ensemble, tu hésitais soit à revenir dans le milieu culinaire, soit dans le milieu de la mixo.
les deux domaines sont vraiment très liés. Maintenant, tu es brand ambassadeur, c'est ça? Yes, et maintenant, donc, du coup, cuisine, puis ensuite bar à cocktail avec les animaux bars qui m'ont très bien formée. Et par la suite, j'ai travaillé pour différentes maisons de spiritueux, notamment Hennessy, et maintenant, je suis représentante des rhums Diplomatico. On en est où, messieurs? On attend que le décompte s'affiche sur l'écran. On attend que le décompte s'affiche sur l'écran. Il vous reste un peu de temps, il vous reste 10 minutes, les gars. On est en train de parler. Sérieux? Ah ouais, sérieux. J'ai terminé. T'as terminé. Ouais. Si vous voulez que je vous aide, les gars. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait? Bien sûr. Je suis parti de... Alors, pas tout, parce qu'après tu vas devoir pitcher. Non. Bien sûr. L'idée, moi j'ai choisi la terre, quoi qu'il arrive. Et donc en prenant que des ingrédients... Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Tout vient de la terre. Ouais, que des ingrédients qui rappellent au fait qui poussent et qui sortent de la terre. Avec plutôt une influence, on va dire, Amérique latine, puisqu'il y a un peu de mezcal et une liqueur de chipotle. Et voilà. Et ça sera tout pour l'instant. Ok, Marco? Oui, dis-moi, pose ma question. Ça va? Ça va, tout va bien. Tout va bien, David? Ouais. Au top. Ça avance? On essaye. On essaye, hein? Si, moi je suis prêt, moi je pense. Tu es quasi prêt. Ok, on va attendre 10 petites minutes que tout se termine. Je vais soulever un point auquel je pense là. C'est toi qui as parlé de ça tout à l'heure, Lionel. C'est de consommer plus responsable. Tu as dit avec modération. Et je pense que c'est important de le rappeler, de consommer toujours de l'alcool avec modération. Que ce soit dans les bars à cocktails, au restaurant et tout, mais c'est quand même important de le rappeler. J'en viens sur une tendance du milieu du cocktail. De plus en plus de bars à cocktails proposent des cocktails avec un taux d'alcool vraiment réduit pour essayer de vraiment amener le client, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais amener le client vers plutôt une réflexion sur la saveur et le mélange, plutôt que de réfléchir un peu à est-ce qu'il y a de l'alcool dans mon verre, est-ce que je vais en avoir assez, est-ce que je vais avoir cette sensation d'être enivré, je trouve que c'est une démarche en tout cas qui est louable et qu'il faut mettre de plus en plus en avant. En tout cas, nous dans nos établissements, on essaie de le mettre en avant. Au Danico, David, c'est quelque chose que vous faites, des cocktails low ABV, des choses un peu plus réduites en alcool? Je n'ai pas écouté la question, pardon. Est-ce que ça y est, j'étais concentré sur mon verre. Alors rien à voir, vous oubliez ce que je viens de dire, il a l'air d'être déjà... Est-ce que les cocktails low ABV, c'est des choses que vous faites au Danico? Ouais, vous réfléchissez, votre carte comment? Alors là, on est sorti avec un nouveau projet qui s'appelle Danico Explorer. On propose on va dire qu'on organise des voyages un petit peu ailleurs, par tout le monde. On est sorti avec l'Indonésie. Donc la carte, elle est concentrée vraiment sur les saveurs, l'expérience et les plats qu'on a essayés là-bas et qu'on a vécu là-bas. On parle de l'expérience, pas des assiettes, pardonnez-moi mon français. Et donc on a plusieurs références, on a une histoire un petit peu comme ça pourrait être dans un restaurant qui est étoilé. Donc on a vraiment une histoire à raconter sur les cocktails, pourquoi ils s'appellent comme ça, pourquoi on a choisi ces saveurs, qu'est-ce qu'ils représentent et comment on l'a découvert. Oui, c'est plutôt un peu à l'image de Nico, c'est un peu un cocktail pensé à l'échelle mondiale, parce que si je dis pas de bêtises, Danico a été dans le World 50s extrêmement bien placé cette année. Le World 50s moi par rapport aux années dernières, mais oui. Là, cette année, c'est To the Moon. C'est la bonne année. Pour vous expliquer ce que vous savez peut-être ce qu'est ou pas le World 50s, c'est un classement des meilleurs. Alors, il y a World 50s Restaurant, World 50s Bar. C'est un classement très international qui référence vraiment des adresses de tout type, mais toujours extrêmement bien sourcées. Donc si jamais vous vous trouvez à l'étranger, je sais que c'est quelque chose en tout cas personnellement que je fais, et que vous voulez découvrir un établissement et être sûr de sa qualité, vous allez sur World 50s. Il y a une liste de 100. Vous retrouvez les 50 premiers sont tous des établissements de grande qualité en tout cas. Voilà. Tiens, regarde, moi je voulais dire un truc tout à l'heure. Je t'en prie. Sur la mixo.
quand on crée une marque ou un nouveau produit, comme je l'ai fait il y a 2 ans, on se pose la question à qui on va le vendre, quoi. Et puis tu rentres chez un caviste et tu lui dis bonjour, je fais de l'hydromel pétillant moderne. Le gars il vous répond, vous êtes complètement fou, rentrez chez vous. Personne ne m'a jamais demandé ça. Et quand tu rentres au Danico, Moonshiner, Nimo, là tu ressens. Ouais. Les gens sont réceptifs. Les mecs, ok, t'es peut-être fou, mais on va goûter et c'est cool, quoi. Et pour rebondir sur le côté vraiment prescripteur, quoi, ce que disait Gauthier tout à l'heure. Ouais. C'est des gens. Vous êtes des gens curieux, quoi. Et à l'affût de l'innovation. Oui. Et après, effectivement, c'est comme. En tout cas, c'est notre histoire personnelle avec Bulle de Ruche et Esprit de Ruche. C'est que l'innovation est impulsée par là aujourd'hui. Oui. Pas par les cavistes. Je parle en général. Tu veux dire que les cavistes sont peut-être plus institutionnels. Et donc, du coup, quand tu vas essayer d'aller vendre leurs produits chez eux, plus compliqué, mais en effet, le barman. Pas tous, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On parle dans les grosses passes. Généralité, bien sûr. Mais globalement, en tout cas, c'est mon ressenti, quoi. Il y a une vraie recherche de l'innovation et aussi probablement de. C'est quoi les ingrédients un peu du futur, quoi, que je vais utiliser pour surprendre. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis juste aparté. Le caviste, en fait, il attend que encore c'est une généralité évidemment, il attend que la tendance soit créée pour que le consommateur vienne dans sa cave et lui dise est-ce que vous avez ça ou ça, etc. Ouais. Mais il y en a bien évidemment qui sont tout aussi des prescripteurs, mais les tendances sont plutôt amenées par le monde du bar à cocktail sur certains spiritueux, gammes, soft, hydromel, boissons fermentées et autres. 30 secondes. De reprendre une voix comme ça là un peu. T'as vu ? 15. En tout cas, ça fait plaisir, on voit qu'il y a une bonne entente entre vous. Vous vous connaissiez tous avant cette battle ou pas ? Écoute, moi je connaissais Davide depuis un moment, parce que dur. Et Vincent et Lucas, je pense que Vincent je l'ai croisé quelques fois, peut-être. Mais bon. Moonshiner, tu n'y as pas longtemps. Peut-être, ouais, voilà. Et Lucas, je l'ai jamais vu. Okay. Mais ils sont sympas. Très sympa. Un côté un peu Jésus-Christ avec les cheveux longs comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, c'est terminé, messieurs. Bravo, on peut les applaudir. You, est-ce que tu peux nous présenter ton cocktail un peu rapidement, ce que tu as mis, quel élément et tout ça ? Pas de souci. Du coup, merci de vous être rapprochés. Hein. Comme je disais, je voulais partir sur le concept de la terre, donc avec des produits qui viennent de la terre. Donc, on s'inspire un petit peu avec des liqueurs, en tout cas, ou des spiritueux d'Amérique latine. Donc je voulais bosser, parce que je l'ai goûté hier et que je trouvais ça assez bon, la liqueur de chipotle qui est un piment séché mexicain. Avec ça, j'ai gardé le concept Amérique latine, donc on est parti, Mexique. Hein. Mezcal, que tu m'as reposé là-bas, Vincent, pour pas que je puisse faire les 4 après. Donc mezcal, un petit peu de sirop de gingembre, le tout shaké avec une pointe de jus d'orange et du cumin. Plein d'épices, et sur le dessus une mousse qui est déjà en train de mourir d'ailleurs, de coriandre, poivron, et voilà. Magnifique. Merci. Magnifique. Merci. Ouais. Et je pense que c'est le premier cocktail, mais vous pouvez vous rendre compte un peu de aujourd'hui ce qui est créé. On parlait tout à l'heure des cocktails Tom Cruise des années 70, cocktails qui sont tout à fait louables. Hein. Mais voilà, aujourd'hui on a quand même des produits et des cocktails qui sortent de cartes de tous les différents bars à cocktails mondiaux qui sont quand même extrêmement poussés. Donc il y a un vrai parallèle entre la cuisine et tout ça. Merci. Alors je vais te demander, je vais attendre que Vincent termine son explication et après tu pourras faire les 4 comme ça. Vincent, sur quoi tu es parti ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis parti sur donc l'eau, donc la salinité de la mer et la minéralité des sources ou des grottes. Okay. Et la terre avec donc là j'ai mis en avant le mezcal. Okay. J'ai mis mezcal et gin. Donc, tout comme Lucas le mezcal. Ouais. Mezcal, et du gin. En fait j'ai fait un double spi. Donc avec une plus grosse partie de gin parce que je voulais un peu aussi travailler sur le raisin. Okay. J'ai rajouté du verjus. Okay. Du coup le verjus qui est donc en rapport avec Anaï, donc avec du raisin, donc c'est du raisin pas mûr, qui va apporter une autre acidité que le citron, donc c'est de l'acide tartrique, donc on va avoir une acidité différente. Ensuite j'ai mis du fino, donc le fino qui est un vin muté, parce que je voulais vraiment apporter un petit goût de noix et même
c'est un produit que j'utilise souvent dans mes créations. Le Fino qui est l'équivalent d'une sorte de vermouth blanc. C'est ça, ouais. Grossièrement. Un peu plus dry. Ensuite, donc, je suis parti sur un sirop thym, laurier et céleri. Ok. Voilà, donc le céleri pour la salinité, le thym pour un peu ce côté herbacé. Et ensuite, donc, j'ai rajouté un tout petit peu de bitter céleri pour un peu pousser le goût au maximum. Ok. Et voilà, et donc moi c'est un long drink rafraîchissant, facile, easy to drink, c'est ce que j'aime Appelle boire, c'est ce que j'aime faire. Ok, parfait, impeccable. Dans le métier, bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Voilà, non, il a balancé acide tartrique, c'est Mocon Trip, donc on peut quand même, voilà. Davidé, Monsieur. Quel élément tu as choisi? Est-ce que tu en as choisi plusieurs? Comment? Alors, il est hyper bon. Ah, t'as vu? Attends, mais c'est bon. C'est horrible. Hein? Alors, l'élément, c'est la terre. La terre. Représentée par céleri, noisette, on a fleur de sureau et... je me rappelle plus. Poivre et gingembre. Alors, on a un cordial céleri avec gingembre. Donc, ça mélange des jus de céleri avec céleri, eau, acide citrique, un petit morceau de gingembre pour donner une légère touche pimentée. Vous avez un sirop de poivre légèrement chauffé donc pour sortir un petit peu les arômes poivrés. Vous avez les gins Anae avec un nitro en fusion vite fait aux noisettes, donc ça ne sort pas beaucoup, mais bon, on a essayé. Bref. Un petit basse-spoon de liqueur de sureau et les cocktails ils s'appellent Blowing on Celery. Blowing on Celery. Pas mal. Je vous ai pas demandé quel est votre nom, excusez-moi, c'est vrai. Bravo David. Quel est le nom de ton cocktail? C'est une bonne question. Eh ben, c'est une bonne question, c'est un très bon nom de cocktail. On n'a pas entendu encore Marco, et après je vais te donner le nom. Marco? Mon cocktail, Aria. C'est l'élément, et en même temps c'est un morceau de musique que j'adore d'un compositeur italien qui s'appelle Giovanni Allevi. Voilà. Du coup ça s'appelle Aria. Présente-nous Aria. Mais du coup, l'élément c'est l'air. Ouais. C'est parti parce que moi je suis verso et du coup c'est un symbole d'air. Donc j'ai dit, c'est quoi, on fait ça. Et du coup, c'est une réinterprétation de ce qu'on boit tout le temps en Italie pour l'apéro. Du coup, vermouth soda. À base de vermouth français. À la fin, j'ai découvert qu'il y avait Martini caché derrière. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, quand même, on va faire honneur à notre ami français. On utilise un vermouth voilà, ça fait français. Voilà. Sans rancune. Voilà, du coup, vermouth, Amaro Santoni, c'est un amaro italien un peu amer, très floréal. Verjus pour balancer la sucrosité des deux, parce que quand même, il y a pas mal de sucre dedans. Ouais. On n'ajoute pas de sucre en plus pour garder la ligne quand même. Et gingembre en bites et poivre toasté. Ok. Tout mis dans le siphon, carboné avec un cartouche de CO2. Ok, t'as tout mis dans le siphon. Du coup, il est gasifié. Okay. Et servi avec un petit raisin, c'est la base de vermouth. Ça donne un peu d'acidité pour balancer la sucrosité du cocktail. La couleur est très très belle en tout cas. Voilà. Bravo. Bravo Marco. And the winner is Marco. Marco from the Moonshiner. Marco du Moonshiner. Bravo. Bravo Marco. Tu dois en faire 50 maintenant. Quoi? Tu dois faire pour toute la fin. Eh ben oui. Mais non, mais il va falloir goûter celui de Marco.